Bonsoir à tous. Madame la députée, conseillère régionale, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, pour nos maîtres personnes, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, Valgelonaises, Valgelonnais, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux, avec les membres du conseil municipal, de vous accueillir aujourd'hui pour cette première cérémonie des vœux qui vient jalonner presque 2 ans de travail. Avant de commencer, nous souhaitions avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année, et plus particulièrement pour ceux qui ont consacré de leur temps à la vie locale. Je pense à Bernard Villon, conseiller adjoint de Guy Blanc et d'André Durand, à Dominique Bourgeois-Romain et Marcel Gommet, conseiller de Jean Troyard, et plus récemment à Xavier Fouché, conseiller d'Albert Ray. Que dire de ces 2 dernières années sur le plan extra-communal ? Que dire que vous n'ayez déjà pas entendu maintes et maintes fois ? Si nous devions toutefois ne retenir qu'une seule chose de cette actualité nationale transposable à notre territoire, ce serait bien la baisse du niveau de vie d'un certain nombre de nos concitoyens. C'est à ce titre que nous avons, dès notre arrivée, décidé de faire des choix politiques forts. Et pour n'en retenir que quelques-uns, voici les plus marquants. Outre les taux de fiscalité, notamment la taxe foncière, que nous avons décidé de ne pas toucher durant notre mandat, nous avons également décidé de ne pas augmenter les tarifs des services périscolaires, cantines, garderies, études, alors même que, par exemple, le coût du repas a suivi le cours de l'inflation. De la même façon, nous n'avons ni augmenté les tarifs de la médiathèque, ni ceux du cimetière. Enfin, nous avons décidé de ramener le prix d'entrée de la piscine à 2 €, permettant au plus grand nombre de fréquenter de nouveau cet équipement emblématique de la commune. Un choix qui s'est révélé payant, comme nous le verrons tout à l'heure. Pour arriver à ne pas impacter le budget communal, nous nous sommes attachés à rechercher avec assiduité comment optimiser un certain nombre de dépenses de la commune. Et dans cette optique, il nous a semblé naturel de procéder à des investissements, à calculer des durées d'amortissement et à prioriser ces choix. Location mobilière, télécommunications, éclairage des bâtiments. Nous avons exploré de nombreuses pistes. Toutefois, la baisse de certaines dépenses sera réaffectée sur d'autres pour contribuer à rendre notre commune plus attrayante. Bien-être des habitants, et notamment nos seniors, fleurissement, entretien des voiries, entretien des bâtiments, propreté, sécurité. Toutes ces lignes budgétaires vont également augmenter, car c'est notre volonté. Mais revenons tout de suite au projet politique qui est le nôtre, et aux raisons qui nous ont poussés à nous lancer dans une telle aventure. Revenons ensemble sur les réflexions qui nous ont guidés pour construire, durant l'hiver 2020-2021, un programme qui lui-même nous a permis de rassembler des conseillers venant de multiples horizons. Lorsque nous nous sommes présentés, nous avions certes des ambitions que nous avons formulées sous forme de projets, mais nous avons surtout souhaité placer notre mandat sous le signe du service aux habitants. Qu'ils se traduisent par la mise en place de nouveaux services, comme par exemple la délivrance des titres d'identité, ou par l'extension de nos horaires d'ouverture de la mairie, dont Jackie Gachet vous parlera bientôt, mais également par l'entretien des voiries ou celui de notre patrimoine. Nous avons souhaité également être en capacité à remettre en question les choix du passé et du présent, si ceux-ci s'avèrent contre-productifs ou simplement mauvais. Nous évaluerons donc la portée de nos actions avec humilité, et nous stopperons un service s'il ne vaut pas l'investissement qui lui est consacré. À ce titre, je peux d'ores et déjà vous dire qu'un de nos projets ne verra pas le jour sous ce mandat. Il s'agit de la cuisine centrale que nous souhaitions mettre en place pour nos enfants et nos aînés. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais la complexité de ce projet repose à la fois sur le nombre de repas conséquents pour en faire baisser significativement le coût par unité, sur l'acceptation par les usagers que, quoi qu'il arrive, le prix des repas sera nécessairement plus important que les géants de la restauration collective, sur notre capacité à construire et à organiser des filières d'approvisionnement en matières premières autour des circuits courts, et enfin sur notre capacité à mobiliser, sécuriser et impliquer juridiquement les partenaires institutionnels intéressés, les communes voisines par exemple, le département. Un travail de longue haleine qui n'est plus une priorité au regard de la réalité des besoins de la collectivité. Concernant les autres projets, leur réalisation sera conditionnée par notre capacité à maîtriser
et à compenser les augmentations liées aux dépenses d'énergie et aux surcoûts, et à dégager des marges financières. À ce titre, il sera primordial pour nous de maintenir une capacité d'autofinancement nette équivalente à celle à laquelle nous sommes arrivés en 2022. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? C'est simplement les recettes moins les dépenses réelles de fonctionnement, donc on parle là pas des investissements, de la commune une fois que nous avons remboursé les échéances de l'emprunt. Vous voyez ici qu'en 2022, c'est une bonne année, qui est à prendre en référence par rapport à l'année 2019, puisque 2020 et 2021 sont des années Covid pour lesquelles la commune n'a pas fait autant de dépenses que le reste du temps. Voilà. Si on arrive à maintenir ce niveau d'autofinancement, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à faire un certain nombre de projets. Depuis notre élection, notre candidature au label Petite Ville de demain nous a permis d'affiner le projet de territoire de Valgelon-La Rochette. Et nous avons souhaité qu'il s'articule autour des enjeux majeurs suivants. Le premier enjeu est de renforcer le rôle de centralité de la commune sur le territoire de Valgelon grâce à la dynamique commerciale et de services qui représente un de nos atouts forts. Dans le cadre du renouvellement urbain de notre commune, celle-ci doit chercher à faire la jonction entre la RD 925 et notre centre-bourg, tout en développant l'attractivité numérique pour les Valgelonnais et nos visiteurs. C'est notamment à ce titre que nous avons engagé une révision simplifiée du PLU pour contrôler, limiter ou éviter le développement commercial en dehors du centre-bourg. Le deuxième enjeu majeur que nous avons identifié, c'est de promouvoir les circuits courts de services à la personne, d'emploi, d'achat et de loisirs de proximité. La densité des services publics desservis par la future voie verte sera renforcée. Elle se traduira notamment par la construction d'un espace périscolaire en lien et en partenariat avec la communauté de communes. Elle se traduira également par le réaménagement des espaces jeunes, toujours avec la communauté de communes, et peut-être même par la rénovation de cette salle des fêtes. Dans ce cadre, les bureaux de la mairie, véritables passoires énergétiques, rejoindraient l'hypercentre via la réhabilitation du bâtiment La Madeleine, comme cela a parfois été évoqué par nombre de Rochetois, et notamment proposé lors de la dernière campagne par une autre liste. Par ailleurs, pour que Valgelon-La Rochette soit une destination axée sur la culture, le sport et les loisirs pour tous, un focus particulier sera donné au réaménagement durable et à la mise en valeur, notamment de la base de loisirs, et si les aides financières nous le permettent, du musée Saint-Jean. La mise en scène des espaces, des milieux naturels, des entrées de ville et du château souligneront l'attractivité de notre commune. Et enfin, troisième enjeu majeur que nous avons identifié, mettre en œuvre un projet intergénérationnel en construisant de petites formes urbaines compactes dans le périmètre immédiat du centre-ville. Ce langage un petit peu pompeux pour vous dire qu'il s'agit de développer un parcours résidentiel intergénérationnel via les 3 secteurs d'OAP définis préalablement par le PLU. Le parti pris de reconstruire la ville, sur 2 des sites sur 3. Le développement d'un mode alternatif d'hébergement des personnes âgées désireuses de se rapprocher de l'hypercentre sera étudié sur l'OAP de la gare, comme vous pouvez le voir juste ici. De même, et là j'ai une attention particulière parce que certains d'entre vous sont présents dans la salle, des partenariats avec les plus gros employeurs de la commune seront explorés, car le manque de logement est un véritable frein à l'embauche, d'autant plus actuellement. Sur le plan sportif, la transition énergétique des enceintes sportives sera le maître mot des années à venir. Les 2 gymnases, le centre aquatique, le stade de foot, le boulodrome seront prioritaires. Voici succinctement les grandes lignes de nos ambitions que vont développer mes collègues d'ici peu. Je laisserai ensuite brièvement la parole à nos invités, et notamment à Émilie Bonivard, notre députée, et à Jean-François, notre conseiller départemental et premier vice-président de la communauté de communes. Et je terminerai en vous adressant plus officiellement les vœux de la municipalité, avant que nous puissions aller partager le verre de l'amitié. Mais avant de commencer, une fois n'est pas coutume, nous souhaitions débuter cette soirée des vœux par un joli clin d'œil à la vie, en mettant à l'honneur une jeune Rochetoise née le 9 décembre 1922. Et je vais demander
à Paulette et à ses enfants de se rapprocher. Donc Paulette qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, notre centenaire. Paulette Anderlini, je vous remercie. Bien, ma chère Paulette, c'est un grand honneur pour moi et j'associe tous mes collègues du conseil municipal, monsieur le maire et certainement toute la population présente de Valgelon ce soir pour te fêter tes 100 ans qui viennent de se passer cette année et puis te souhaiter une très très bonne année 2023 et puis le grand souhait qu'on a, c'est qu'on te revoit très très souvent pour les prochains vœux. Paulette, un grand merci et bravo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Paulette a eu 2 enfants, donc Jean-Pierre qui est à sa droite et Annie qui est juste à côté. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Pour votre maman, c'est une figure rochetoise. En plus, c'était une grande amie de ma maman. Donc Paulette, bravo et très sincèrement, félicitations. Donc on va en profiter pour te remettre un bouquet. Et puis également la médaille de la ville de La Rochette, ainsi qu'une petite boîte de gourmandise, parce qu'on sait quand même que ton péché mignon, c'est le sucre. Merci à tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir. Un grand merci Paulette pour être venue ce soir avec vos enfants, nous accompagner dans cette remise de vœux. Un grand merci Paulette. Merci pour votre accueil en tout cas. Et ça fait plaisir de revoir La Rochette. Et un petit mot, parce que votre mère a très bien dit qu'il y avait quelque chose de commercial. Et je vois le passage qui s'est fait entre les anciens, dont notre mère a été l'un des piliers, notre père qui était le président de l'entente commerciale, et tu te souviens de ce qu'il a pu faire aussi pour cette petite cité. Et je vois que ce passage de la tradition et de la modernité trouve aujourd'hui tout son aspect le plus intéressant. Merci en tout cas de votre accueil. Merci Jean-Pierre. Bien, le temps de laisser Paulette rejoindre sa place. Je vais quand même vous dire un petit mot sur Paulette. Paulette Anderlini, de son nom de jeune fille, Paulette Lucet, a toujours vécu dans notre belle ville. Et elle aurait pu décider de partir travailler en Suisse après ses études. Mais la vie et la maman ont fait que ça n'a pas été possible. Et en fait, c'est la mairie qui vous a recruté pour la première fois, pour votre premier travail. C'est la mairie de La Rochette. Et ce que je voulais vous dire aussi, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous n'êtes pas la seule. Vous avez une conscrite également. Une conscrite qui n'a pas pu être là ce soir, qui est Madame Mechia, qui soufflera même ses 101 ans le 29 janvier prochain et qui est aujourd'hui en établissement à Aix-les-Bains. Voilà. Donc du coup, au nom de la municipalité, je répète les vœux. Je vais laisser dès à présent la parole à Jackie Guéchet, maire délégué d'Étable et adjoint à l'urbanisme. Et merci de l'accueillir avec bienveillance. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Il faut dessous. Voilà, on va y arriver. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous communiquer quelques informations sur de nouveaux services que l'équipe municipale a mis en place en 2022. Tout d'abord, la confection des cartes d'identité et passeports rencontre un grand succès. Ouvert le 1er juillet, plus de 1500 rendez-vous ont été accordés à ce jour par nos services administratifs pour une réalisation de plus de 1600 documents.
carte d'identité ou passeport. Pour ceux qui auraient suivi, vous aurez noté la petite coquille qui était dans le bulletin municipal et qui donnait un autre chiffre. Les chiffres donc parlent d'eux-mêmes. La population du Val-Jolon et même celle un peu plus éloignée attendait ce service. Elle l'a obtenu. Une dotation financière de l'État de 8 580 € viendra récompenser les efforts de la commune et pourra être majorée de 3 550 € si la commune traite plus de 1875 demandes durant l'année. À ce titre, nous tenions à remercier une nouvelle fois notre députée Émilie Bonivard et Béatrice Santé, notre présidente de la communauté de communes, qui nous ont soutenus dans nos démarches et ont sollicité respectivement un certain nombre de hauts personnages politiques. Et nous remercions également Madame Juliette Parr, la sous-préfète, qui a étudié et soutenu ce dossier avec bienveillance. Un autre service à la population, avec la présence d'une architecte conseil tous les 3e jeudis du mois, a été mis en place également. L'engouement est certain, car depuis le début de l'opération, l'agenda de Sarah Jugan est complet. Conseil et aide aux Val-Jolonnais pour tous leurs projets de construction, rénovation ou d'aménagement. Ce service gratuit pour les Val-Jolonnais, rappelons-le, évite également un bon nombre de contentieux et de refus de permis. Les potentiels problèmes étant traités avant. À propos d'urbanisme, quelques chiffres pour la commune de Val-Jolon-La Rochette ont été déposés au service en mairie en 2022, 30 permis de construire, 2 permis de démolir, 1 permis d'aménager, 125 déclarations préalables de travaux, 131 certificats d'urbanisme, 5 certificats d'urbanisme opérationnels, 5 autorisations de travaux sur les ERP et 119 déclarations d'intention d'aliéner. Donc ce service ne chôme pas. Un des engagements de notre équipe était l'ouverture des services administratifs de la mairie le samedi matin. C'est fait depuis le mois d'octobre. De plus, une permanence de l'équipe municipale est mise en place ce jour-là, avec une délocalisation à la mairie d'Étable une fois par mois. À noter qu'il est conseillé de prendre rendez-vous et lorsque le samedi matin est consacré au conseil municipal, cette permanence n'a pas lieu. À propos d'Étable, l'année dernière, j'avais annoncé la réalisation du parking du Villaret. Les travaux ont pris quelques mois de retard et seront lancés au cours du premier semestre 2023 et conclus cette année. La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Verdis. Place de parking, jeux pour enfants, jeux de boules, le tout dans un espace sécurisé et très peu imperméabilisé pour permettre une absorption maximale des eaux de pluie, donneront au bourg du Villaret une touche à la fois fonctionnelle, verte et récréative. Un passage piéton sur l'emplacement de cette ancienne grange est également intégré au projet pour éviter le cheminement des utilisateurs sur la route départementale toute proche. Toujours à propos d'Étable, plusieurs autres actions ont été entreprises. En premier lieu, un travail de fond a été engagé sur des opérations d'aménagement programmées du Villaret. Plusieurs projets très importants comme la sécurisation des piétons, toujours sur cette RD 23, sont à l'étude en partenariat avec le département. Et surtout la partie Le Villaret-les-Granges. Dans les 2 ans à venir, la quasi-totalité du surfaçage de la RD devrait être réalisée par le département. La réfection des traçages routiers va être reprise. Nous avons également installé un défibrillateur sur le mur de la salle des fêtes au centre-bourg. Et également des décorations plus sympathiques dans le centre-bourg, toujours. Sur le clocher de la mairie d'Étable. Sur le clocher d'Étable, pardon, pas de la mairie. Et diverses améliorations sur des réseaux d'eau pluviale, toujours dans le même hameau, ont été faites. Concernant les secours à la personne, aucun défibrillateur ne pourra remplacer l'engagement des sapeurs-pompiers. Et nous les remercions au quotidien pour leurs efforts. Et merci à vous, commandant Coq et votre équipe. À présent, et comme un Jackie peut en cacher un autre, je vous propose d'accueillir Jackie Donjon, maire délégué de La Rochette en charge des finances et des transports et vice-président de la communauté de communes. On n'est pas les pros de la sono. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors pour ma part, je vous propose de revenir sur quelques dossiers qui nous ont bien occupés, on va dire, sur l'année 2022. Tout d'abord, le château. C'est normal pour un donjon de commencer par le château. Vous m'excuserez, mais... La question de son avenir fait couler beaucoup d'encre. Comme nous l'avions évoqué dans notre bulletin en juin dernier, la Fondation OVE a toujours la jouissance du château et de ses terrains dans le cadre d'un bail qui le lie à la commune. Pour l'heure, elle finalise la démolition des bâtiments annexes, que vous pouvez voir sur la diapo, pour rendre le terrain dans son état d'origine. Donc l'état du château fait aussi l'objet de négociations avec OVE, et ce n'est que lorsque la commune retrouvera la pleine propriété du lieu qu'elle pourra s'engager sur son avenir. Des journées portes ouvertes seront alors organisées pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir les lieux. Ces visites permettront également de dépassionner le débat et surtout de défantasmer son avenir. Pour votre information, hors comble, le château est composé de 3 plateaux de 800 mètres carrés. Si vous faites un rapide calcul, en prenant une hypothèse de rénovation à 2 000 € hors taxe du mètre carré, ce qui est assez faible, il faut prévoir pas loin de 5 millions d'euros de travaux. Dans ces conditions, vous imaginez bien qu'il est exclu d'envisager un quelconque scénario sans une étude préalable sérieuse et un accompagnement professionnel. Je vais continuer avec le camping. Donc, concernant le camping, pour mémoire, l'ancienne municipalité a confié la gestion du camping à la société Selvi avec l'engagement d'aménager une extension pour favoriser son développement. Des contraintes environnementales rendent cette extension irréalisable du fait de l'emplacement du terrain sur une zone humide et protégée qui doit rester à l'état naturel. En effet, cette zone de loisirs est également une zone écologique reconnue pour la reproduction du crapaud commun, de la grenouille rousse, de la grenouille agile et du triton palmé. La qualité de l'eau du lac se doit aussi d'être aussi pure que possible, d'autant que le lac est aussi une zone de pêche officielle. Des discussions ont donc été engagées avec le gestionnaire et il était convenu qu'une indemnité compensatrice annuelle de 19 381 € lui sera versée pendant 4 ans pour le dédommager de son manque en gagné. Cela représente un total de 77 525 €, sous réserve bien entendu qu'il assure la gestion du camping jusqu'au terme de la délégation de service public, c'est-à-dire jusqu'en 2025. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse, car il sera du reste peut-être nécessaire de créer un bassin de rétention des eaux hydrocarburées en provenance de la RD 925, de la zone d'accueil du camping-car et du parking de la zone de loisirs. Une précision importante à vous apporter, cette somme n'est pas à verser en plus, comme vous avez pu également le lire ici ou là, car les travaux ont été estimés à plus de 400 000 € hors taxe, hors compensation. C'est une économie finalement de près de 320 000 €. Je parlais en préambule de choix politiques. En voici un et pas des moindres. En une décennie, 700 000 € d'argent public ont été investis dans ce camping. Ce fut un choix politique respectable, mais ce n'est pas le nôtre. Ce type d'activité devrait, de notre point de vue, reposer sur l'initiative privée et pas le public. Je vais continuer avec la base de loisirs du lac Saint-Clair, qui est un lieu privilégié de par sa situation géographique, à la fois proche et éloigné du centre-bourg, dont la superficie est particulièrement propice à la création de divers aménagements, tant loisirs que touristiques. Sont notamment envisagées la rénovation d'un 2e parking voiture, la création d'un pump track et d'un terrain de boules. Le pump track est typiquement un aménagement à multiples vocations, car il peut à la fois permettre aux jeunes de trouver une nouvelle occupation, tout en revêtant un caractère touristique majeur. Vélo, trottinette, roller, tous les âges pourront s'en donner à cœur joie. Je vais continuer avec le Cèdre. 2022 aura également été marqué par la disparition d'un géant, non pas aux pieds d'argile, mais aux bras fragiles. Sa cime fragilisée, son emplacement trop urbain et les épisodes météorologiques de plus en plus violents que nous connaissons ces dernières années ne nous permettaient plus d'envisager sereinement la sécurité des passants et des enfants de l'école voisine. Même si c'est la mort dans l'âme, les études réalisées en 2019 et en 2020, ainsi que les échanges avec les professionnels, nous ont convaincus de la nécessité d'abattre ce cèdre pour éviter un événement beaucoup plus grave. Nous avons tout de même choisi de conserver une partie importante du tronc pour un projet de sculpture. Peu de retours d'ailleurs à notre appel à idées que nous avions lancé.
En revanche, nous avons un projet de mécénat intéressant avec Carton Board. Je continue avec le musée Saint-Jean. L'année 2022 a connu un passage de relais important. Michel Marguier et François Landaz ont décidé de se mettre en retrait, nous en reparlerons tout à l'heure. C'est donc une jeune retraitée, Françoise Seigle-Ferrand, qui a pris les rênes de cette structure, épaulée par une dizaine de bénévoles. Nous avons soutenu leurs actions, financièrement et matériellement, et nous continuerons à le faire cette année encore. Enfin, la visite conjointe du musée et de la centrale Convair, organisée à la fin de l'été, a été particulièrement appréciée. Elle sera très certainement reconduite, avec pourquoi pas les feux de la Saint-Jean et une exposition sur le carton. Vous me direz, pourquoi une exposition sur le carton? Eh bien, tout simplement parce que 2023 marque le 150e anniversaire de la cartonnerie de La Rochette, et les dirigeants de Carton Board nous ont proposé d'associer l'évolution de l'usine à celle de notre ville. Ce sera donc un carton sous toutes ses formes, avec une exposition à la médiathèque et au musée en avril, un concert sous la halle, des photos chez les commerçants, un projet pédagogique pour les accueils périscolaires avec un accompagnement au service de la médiathèque. Nous organiserons également un parcours en ville qui retracera les époques successives de l'industrie emblématique de notre ville. Et pourquoi pas débuter ce parcours par l'ancienne gare que vous avez devant vous, qui était située en face de l'hôtel du Parc pour ceux qui l'ont connu à l'époque. C'est une idée à développer. Alors, comme je vous l'avais dit, qu'on reviendra un peu plus tard au niveau de François Landaz et de Michel Marguier, je vais d'ailleurs leur demander de nous rejoindre devant la scène. Vous avez donc décidé de prendre un peu de recul, je le disais tout à l'heure, avec l'activité du musée. Il faut dire que quand Jean Troyard décide de restaurer ce bâtiment pour en faire un musée, vous êtes les premiers volontaires en compagnie de Louis Pailloux pour vous en occuper. Pendant près d'une trentaine d'années, vous allez récupérer, trier, classer des objets pour que le musée puisse attirer de nombreux visiteurs. Vous assurez également les permanences et les visites pendant les jours d'ouverture. Alors, au nom de la municipalité, nous voulions vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Je ne doute pas que si la nouvelle équipe en place au niveau du musée vous demande un petit coup de main pour encore identifier ou répertorier quelques outils, je pense que vous répondez présent. Donc nous allons nous remettre à tous les deux quelques bulles et une médaille de la ville. Nous vous souhaitons vraiment à tous les deux une bonne année, une excellente santé et merci encore pour le travail que vous avez accompli au niveau du musée. Je passe la parole à Michel Marguier alors. Deux minutes, Michel. On a le timing à respecter. Simplement pour préciser, je repars pour un an. Ah bah oui, ils sont demain. Il nous annonce ça quand on a donné les cadeaux. Oui. La retraite, c'est dans un an. Hein. Ah bon, on en parle de la retraite maintenant. Bon, eh ben, merci à vous. C'est avec plaisir. Bon, ben Michel, il repart pour un an. Parlons maintenant de l'application Oncovoit. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai changé de casquette. Je vous parle maintenant au titre de ma délégation transport. Nous avons contribué à la mise en place de ce dispositif de covoiturage entre La Rochette et Pontcharrat en étroit partenariat
avec Cœur de Savoie. Un peu plus de 12 mois après son lancement, en octobre 2021, les résultats sont encourageants. L'application compte aujourd'hui 977 inscrits, dont la moitié sont actifs. 10 262 trajets ont été proposés par les conducteurs en heure de pointe. 1417 passagers ont pu profiter du dispositif pour aller à Pontcharra ou en revenir avec un temps moyen d'attente de 7 minutes. Il faut noter que nous sommes en recherche de passagers. L'accent va être mis en 2023 dans ce sens. Partout dans ce qui a été mis en place, ce sont les conducteurs qui étaient les plus nombreux. Ici, il manque de passagers. Et sachez que le gouvernement a justement lancé un plan de covoiturage au quotidien qui prévoit une prime de 100 € pour les conducteurs. La plateforme de réservation Ecov a décidé de rajouter 50 €. C'est donc une prime de 150 € dont vous pourrez bénéficier. Et pour plus de précision, je vous invite d'aller sur le site Oncovoit pour vous avoir toutes les dispositions que vous pourrez prendre à ce moment-là. Je vous remercie d'applaudir Jackie pour son intervention inspirée. Et je vous demande d'accueillir Nathalie, première adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCS de La Rochette et du CIS de Cœur de Savoie. Vous pourrez constater qu'on ne s'ennuie pas, surtout avec Jackie. Bon, je suis plus petite, alors Bonjour à toutes et à tous. Donc, s'agissant des affaires sociales, j'ai pu mesurer, au contact de certains de nos administrés, l'ampleur des difficultés rencontrées par nombre d'entre eux au quotidien. Parmi ces difficultés, j'aimerais souligner les plus importantes d'entre elles: des demandes de relogement, des familles en difficulté financière, phénomène accru par l'inflation et la hausse du prix de l'électricité, isolement de certains jeunes et de nombreuses personnes âgées, détresse des familles ukrainiennes arrivées chez nous à la suite de la guerre avec la Russie. Consciente de ces problématiques, la commune met tout en œuvre pour accompagner et améliorer les conditions de ces personnes fragiles. Et dans cette perspective, le Centre communal d'action sociale joue un rôle primordial. Nous en profitons à ce titre pour remercier les 15 agents du CCS qui font un travail remarquable et pas toujours évident. Nous sommes également très heureux de pouvoir accueillir ce soir certains résidents de la résidence autonomie au 3e rang. Je vais commencer donc par les personnes âgées du coup de la commune, qu'elles habitent chez elles, à la résidence autonomie ou à l'EHPAD. Les personnes de plus de 60 ans, il faut savoir, représentent plus du quart des habitants de Valgelon-La Rochette. Et à ce titre, donc, il est important de mener des actions en leur direction. Concernant les seniors, nous voulions nous arrêter un instant sur les avancées par rapport à l'EHPAD, dont le projet de construction ou de réhabilitation est un sujet important pour notre territoire. Rappelons que l'EHPAD est rattaché au centre hospitalier de bassin qui a été désigné par l'Agence régionale de santé et le département de la Savoie pour assurer la direction de l'établissement. Celle-ci s'est d'ailleurs saisie du dossier d'étude du nouvel établissement en concertation avec la commune de Valgelon-La Rochette. Au vu des différentes concertations entre les partenaires institutionnels ainsi que les professionnels de santé réalisées depuis notre arrivée, il a été décidé d'élargir la réflexion sur toutes les voies possibles. La réhabilitation en est une et permettrait de s'inscrire dans la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement tout en étant compatible avec les contraintes financières de la population rurale de La Rochette et des alentours. L'impact du projet sur le tarif d'hébergement sera le juge de paix. Les premières hypothèses vont dans le sens d'une réhabilitation de l'EHPAD des Curtines. Et en attendant la validation de cette hypothèse, des travaux de rafraîchissement des chambres et des couloirs sont régulièrement effectués. Vous avez donc compris, d'une part, que la commune n'est que codécisionnaire dans ce projet, et d'autre part,
que nous réaliserons ce projet en nous adaptant aux besoins des usagers et des professionnels de santé. À ce titre, et encore une fois, nous renouvelons nos remerciements aux 50 agents de l'EHPAD qui sont au service de nos résidents et eux également font un travail admirable au quotidien. Mais au-delà de la maison de retraite, il ne faut pas se tromper de combat. Le leitmotiv qui nous guidera et qui guidera notre action à destination des anciens reste le maintien à domicile des personnes âgées qui manifestent des signes de dépendance afin qu'elles puissent continuer à vivre chez elles plutôt que dans un établissement spécialisé. C'est le travail d'ailleurs que nous faisons dans nombre d'instances et particulièrement Nathalie au sein du CIS de Cœur de Savoie, dont elle est vice-présidente, et du CCAS de la Savoie, dont elle est également vice-présidente, qui à eux deux sont responsables de la plupart des aides professionnelles permettant ce maintien à domicile. Aide ménagère, services de soins infirmiers à domicile, aide au lever, aide à la toilette, téléassistance, j'en passe. Si c'est bien là le cœur de notre action, nous mettons également tout en œuvre pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, comme va vous le présenter Nathalie. Alors, il faut aussi parler des actions que l'on peut mener et qui font du bien, surtout après cette période Covid, même si les conditions sanitaires ne sont pas encore complètement rétablies. En décembre, nous avons reconduit la distribution des colis de Noël auprès des personnes de plus de 80 ans pour le plus grand plaisir de ces dernières. Nous avons privilégié des produits de qualité issus du commerce local. L'almanach savoyard joint au colis a également été très apprécié. Et j'ai une nouvelle aussi aujourd'hui et je suis vraiment ravie de vous annoncer le point suivant donc, concernant le repas des aînés, qui était avant appelé le repas des têtes blanches. En décembre, les contraintes sanitaires donc, étant maintenant plus favorables que ces dernières années, nous avons le plaisir donc, de vous annoncer le repas des aînés pour les plus de 75 ans. Donc je vous laisse noter la date, c'est le 19 mars de 11h30 à 17h. Et en ce sens, la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie sera un peu avancée pour vous permettre d'assister à ces deux événements. Ce repas sera animé, alors soyez en forme. Nous espérons voir tout le monde danser sur la piste et chanter. Et donc pensez à vous inscrire également, par contre, avant le 15 février au CCAS situé près de la maison de retraite ou en mairie, pour que les personnes, surtout pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, puisque nous nous sommes basés en fait sur ces listes pour établir la liste des personnes de plus de 75 ans. Donc pour les autres, surtout pensez à venir vous inscrire. Pour aider également tous les seniors à apprécier leur retraite, nous proposons et nous projetons d'organiser un forum social pour nos aînés avec plusieurs objectifs. Voir quelles sont les aides qui sont possibles, voir comment améliorer son habitat, comment s'occuper et quels sont les différents services qui peuvent être proposés. Et puis, pour finir, concernant les seniors, nous avons toujours comme idée forte de renforcer les liens intergénérationnels. Nous avons déjà identifié plusieurs projets qui, nous l'espérons, verront le jour rapidement. Alors, à part les seniors, n'oublions pas les jeunes qui ont été très impactés, malheureusement, par le Covid. Nous sommes en discussion pour la mise en place d'un point écoute sur la commune, avec la présence de psychologues pouvant répondre directement aux jeunes en difficulté. Il pourrait également y avoir différentes antennes en Cœur de Savoie. Nous allons également être accompagnés dès ce début d'année pour mettre en place un plan d'action contre les addictions. De manière également plus générale, un petit peu pour tous, la commission Lien Social a élaboré un guide médico-social qui vous sera distribué en mai. Nous profiterons de cet envoi pour vous demander de vous inscrire ou d'inscrire certains de vos proches sur un fichier des personnes âgées, des personnes fragiles et isolées, mis en place par le CCAS de La Rochette. Ce fichier vise à recenser les personnes fragiles à contacter lors des périodes critiques, par exemple les périodes de canicule. Concernant l'emploi maintenant,
Comme nous l'avions inscrit dans notre programme électoral, nous soutenons le programme Territoire zéro chômeur de longue durée. L'objectif est de créer une dynamique territoriale pour apporter des solutions à toutes les personnes privées durablement d'emploi, résidant sur la commune et ses environs. Dans le cadre de ce programme expérimental initié par l'État et porté par la communauté de communes, les emplois créés, si l'État valide le projet du territoire de Valgelon, permettront de proposer de nouveaux services aux habitants, aux entreprises et aux collectivités. 18 personnes privées d'emploi sont déjà impliquées et actives dans ce projet. Notre dossier est déposé et l'équipe œuvre maintenant pour être prête pour le 2e trimestre de cette année. Et pour continuer, on va changer un petit peu de registre et on souhaiterait appeler Patricia Issio et Christelle Guiré qui ont mis en place, donc je vous demande de vous rapprocher et puis vous de descendre, qui ont mis en place, avec l'aide de Nathalie et Lionel, un élan de solidarité pour les réfugiés ukrainiens par la collecte de vêtements et de produits de première nécessité. À ce titre, nous souhaitions remettre... mettez-vous, ils arrivent. Remettre une récompense et je vais laisser la parole à Nathalie. Oui, donc bonsoir. Alors, comme David l'a dit, on voulait vous remercier de vous être mis en ordre de marche dès le début de la guerre avec la Russie. On n'imaginait pas que ça allait durer si longtemps. Vous avez su vraiment mettre toute votre énergie en fait au service des Ukrainiens qui en avaient besoin. Donc on avait quelques familles sur notre territoire qui arrivaient. Et du coup, voilà, merci vraiment à toutes les deux. Merci beaucoup. Déjà, merci à la mairie qui, le temps de l'opération, nous a prêté gracieusement un local. Et merci surtout aux habitants, aux bénévoles et aux donateurs, parce que ça a été un succès. Il y a 2 fois 20 mètres cubes qui sont partis, donc on ne s'attendait pas à autant de dons. Je remercie particulièrement Sébastien Rosaire, qui n'est pas là, qui est sur Alvar et qui a géré toute la logistique. Et c'est lui qui est parti avec sa fourgonnette porter tous ses colis. Voilà. Donc ça s'est passé sur tout le courant du mois de mars, mais ça a été un succès malgré l'opération suite à une situation dramatique, bien évidemment. Non, mais je n'avais pas préparé, moi. Donc, non, c'est allé très, très vite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a débuté l'opération le 8 mars, a priori, les premières fois. Le jour même, j'avais des personnes qui venaient déjà apporter des choses. Et il faut savoir que 3 semaines après, on avait les premiers Ukrainiens qui venaient. C'est La Rochette qui nous a soutenus et toutes les communes autour. Il y a eu un vrai élan de solidarité. Et je crois qu'on peut être très, très fiers de notre territoire, très fiers des communes qui ont accueilli les Ukrainiens, très fiers des écoles qui ont ouvert leurs portes, enfin tous les habitants. C'était vraiment une très très belle action. Beaucoup sont déjà retournés en Ukraine, donc il faut le savoir que les Ukrainiens ont vécu ce moment de façon dramatique et ça a été un vrai arrachement pour eux. Donc la plupart sont déjà retournés là-bas. Il y en a qui sont installés en Maurienne aussi, mais on en a quand même pas mal qui sont retournés là-bas. Et en tout cas, merci à tous les habitants et merci à tous les élus, tout le monde de vous être autant impliqués parce que c'était une belle action et c'est une belle action commune, quoi. Voilà. Merci. Merci encore à toutes les deux pour ce très beau travail. Voilà, merci à eux. Et là, je vais demander à Pierre Vernet, 2e adjoint en charge des travaux, de l'environnement et du développement durable, et de la sécurité et de la sûreté, rien que ça, de venir nous parler un petit peu de son portefeuille, si je puis dire.
Bonsoir à toutes et à tous. Pour mieux nous projeter vers 2023, revenons un peu sur cette année 2022. Tout d'abord, il est bien difficile d'être exhaustif tant cette année fut intense. Permettez-moi cependant de revenir sur quelques actions et projets pour lesquels nous avons particulièrement œuvré et obtenu des résultats. Parlons tout d'abord des énergies. Le contexte est fort défavorable, nous le savons tous. En matière de transition, la crise énergétique que nous subissons actuellement laisse à penser que nous allons affronter plus de difficultés. Ceci exige un effort supplémentaire de notre part. Nous n'avons pas attendu cette crise. Dès notre élection, nous avons engagé nos idées, réalisé des travaux dans nos équipements et nos bâtiments. Priorité énergivore de notre commune en 2022, le changement de la chaudière au fioul dans les locaux du foot, vestige d'une autre époque. Actuellement, une pompe à chaleur sera installée en février 2023 en complément d'une économie d'eau dans les douches. De nombreux régulateurs sont installés maintenant sur nos différents systèmes. Les modifications de température sont en place dans les différents bâtiments. Source forte de consommation, les éclairages publics et ceux de nos bâtiments sont en cours d'étude et déjà pour certains en cours de changement. Nous économisons. Néanmoins, nous souhaitons aller encore plus loin dans la réflexion d'un plan de sobriété énergétique qui s'inscrit dans le prolongement de la politique volontariste et environnementale menée depuis notre élection. Face à ces enjeux, chacun de nous est amené à revoir ses habitudes. C'est une question de civisme et de responsabilité. En matière de sécurité, l'arrivée de notre nouveau chef de police constitue indéniablement une main forte pour ce service en sous-effectif depuis des années. Nous nous réjouissons de cette nouvelle équipe qui renforce la sécurité dans notre ville. Notre objectif étant toujours d'augmenter la présence, la disponibilité, l'écoute, la prévention et malheureusement parfois la répression. Nous profitons de cet instant pour remercier également les membres de la brigade de gendarmerie et son commandant ici présent. Conjointement, nous œuvrons auprès du groupement de gendarmerie départementale de la Savoie pour obtenir la possibilité de déporter l'utilisation de notre système de caméras pour leur faciliter le travail au quotidien. Et nous gageons que nous y arriverons. Par ailleurs, et comme Pierre va vous l'exposer dans un instant, nous avons signé avec Monsieur le procureur de la République 2 conventions importantes. Ces 2 conventions s'intitulent le rappel à l'ordre et la transaction municipale. Elles permettront à la municipalité de renforcer le pouvoir de police du maire. Ces outils apportent une réponse possible, rapide et pédagogique à des faits de faible gravité. Dégradation, incivilité, nuisance pourront se transformer en travaux d'intérêt généraux ou en remboursement des frais de réparation engagés suivant les directives et l'accord des services du procureur. Concernant la voirie, 2022 et 2023 respectent nos engagements d'augmenter la sécurité de notre réseau et particulièrement des usagers du marché, de nos piétons, de nos cyclistes et même de nos automobilistes. Malgré un mécontentement, nous avons réussi à résoudre gratuitement les problèmes liés aux bornes escamotables protégeant notre centre-ville. Sachez toutefois que ces problèmes sont essentiellement liés à une vitesse excessive des automobilistes. En complément, et dans un projet de continuité, nous engageons la réfection de certains tronçons de voirie dégradés, la mise en place de nouveaux passages surélevés au centre-ville. La reprise de nos marquages et de nos signalisations devrait être finalisée dès qu'une fenêtre météo sera favorable. Enfin, nos nouvelles et éphémères figurines Arthur et Zoé ont été réparées et seront réinstallées prochainement. Concernant le dernier survivant dégradé, il y a 2 semaines, sachez que les responsables ont été identifiés
et que nous n'en resterons pas là. Merci. D'autres exemples. Le choix de travailler les nids de poules par du bitume en supprimant les gravillons. La mise en place de potelets rue Maurice Ray. Une nouvelle signalétique en collaboration avec La Rochette Carton Board et DS Smith pour diriger au mieux leur transport poids lourd. S'agissant des figurines, et pour revenir brièvement sur ce sujet, au-delà du coût sur lequel nous avons déjà communiqué, pour nous, la vie d'un enfant ou d'un adulte n'a pas de prix. Et les économies ne se feront pas sur la sécurité de nos concitoyens. Et comme Pierre parlait de répression tout à l'heure, il faut aussi envisager la possibilité d'avoir des conciliations. Et à ce titre, je voulais remercier, au nom du conseil municipal, Madame Gisèle Nérou, notre conciliatrice de justice, qui a passé le flambeau cette année à Monsieur Xavier Peroy. Et je vous remercie de les applaudir. La modification du tracé de notre voie verte et les premiers plans nous confortent sur ces travaux importants et, bien entendu, attendus depuis plus de 20 ans par la commune. Notre carnet de route est ralenti pour des problèmes de foncier que nous devrions pouvoir lever très prochainement. Et je parlais en préambule de bouclage financier de nos communes, de nos projets, comme condition de réalisation. Concernant la voie verte, d'un projet qui est estimé à 630 000 € hors taxe. Nous avons d'ores et déjà acquis la somme de 247 000 €, soit 39% de subvention. Je remercie à ce titre chaleureusement nos conseillers régionaux ici présents, mais je ne m'arrête pas là. Je leur remercie pour leur soutien et j'espère et je souhaite que le soutien à ce type d'enveloppe soit reconduit régulièrement et dans des proportions encore plus conséquentes. Le message est passé. Nous avons sollicité également, et sommes en attente, d'une réponse équivalente à 257 000 € de subventions supplémentaires pour monter à 80%. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et comme diraient mes élus tarins, que je côtoie régulièrement, mieux vaut un refus qu'un regret. Donc au titre de la dotation des équipements des territoires ruraux, du plan vélo et du fonds départemental des équipements des communes, je m'adresse cette fois-ci à notre conseiller départemental, auquel j'adresse les mêmes demandes. Voilà, j'espère que l'année prochaine, ils seront encore là. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent régulièrement si à chaque fois on les sollicite. Bien, je te laisse céder la parole, Pierre. Bien évidemment, nos autres équipements n'en seront pas en reste. Parfois vieillissants ou mal entretenus depuis des années, ils doivent malgré tout rester fonctionnels pour nos écoliers, nos associations, nos citoyens et nos autres utilisations communales. Quelques exemples, la reprise des étanchéités du gymnase de la Cétase, qui est en cours, et du centre d'animation, ce qui a été fait il n'y a pas très longtemps, amélioration du système de filtration des jets d'eau au lac, mise en place de barbecue et encore nouvelle table au lac Saint-Clair. Parlons maintenant d'un autre projet important pour la commune, la réfection du chemin des Chaudanes. Un projet très attendu par ses riverains. Le projet de réfection du chemin fut un gros travail effectué sur 2022. Les différentes réunions publiques nous ont permis d'affiner ce projet. Il est maintenant en phase d'études préparatoires avancées. Nous allons très bientôt consulter les entreprises pour une réalisation au plus tôt. Moderniser, embellir, rendre plus accessible à tous, sécuriser ce chemin est un travail d'équipe important. En collaboration, élus, maîtrise d'œuvre, entreprises et vous, riverains, vont encore devoir travailler sur ce projet au premier semestre 2023 pour un début de réalisation dans la continuité. Au niveau des services techniques, le choix d'investir dans de nouveaux équipements pour moins dépenser en location ou facture de prestation est maintenant acté. Une nouvelle mini-pelle, un nouveau Manitou, un nouveau tracteur. Nous sommes partis du principe que des services correctement outillés seront bien sûr plus efficaces.
location ou acquisition. À titre d'exemple, la commune louait un Manitou près de 22 000 € par an depuis 4 ans à notre arrivée. Après une négociation sur le prix du loyer, nous avons décidé d'en faire l'acquisition pour 66 000 €. Je vous laisse faire le calcul. Des investissements rentables qui nous permettent tout autant de diversifier notre qualité de travail en interne tout en mobilisant nos agents dans des actions plus cohérentes et surtout plus rapides au quotidien. Chaque euro investi doit être un euro utile. Ce n'est pas simple. Tout n'est pas parfait. Tout ne se passe pas exactement comme prévu, ni au rythme auquel nous le souhaitons, bien entendu. Mais nous nous adaptons, et malgré toutes les difficultés, avec le concours des agents communaux, des élus, nous maintenons le cap et nous poursuivons notre route avec vous, en redoublant d'efforts pour que Valjelan-la-Rochette devienne une ville dynamique, solidaire, où il fait bon vivre. En conclusion, à nouvel an, nouvel élan, et nous sommes prêts pour continuer notre accélération sur 2023. Merci. Je te remercie Pierre pour cette présentation et je me joins à toi avec nos collègues élus pour remercier les services techniques qui ont la particularité de se trouver véritablement en première ligne. Nous avons également une pensée particulière pour les agents d'entretien qui font cependant tout leur possible pour entretenir un patrimoine de plus de 30 000 m². Vous avez bien entendu, et ça hors château, de plusieurs kilomètres de voirie et de plusieurs hectares d'espace vert. Pour vous faire une idée de l'ampleur de la tâche, la taille de la salle dans laquelle nous nous trouvons ce soir fait un peu plus de 400 m². La taille du plateau sportif du gymnase de la Cétase, 1200 m². Imaginez donc les surfaces qui sont nettoyées chaque jour dans notre collectivité. Bien, pour changer et sans transition, nous allons passer à la remise des récompenses des illuminations de Noël et j'appelle Monsieur et Madame Rivollet, Madame Christine Trameau et Vanessa et Dominique Duhaillon du Bar des Alpes, à qui nous allons remettre des récompenses. Bonsoir à tous. Donc, suite à la seconde édition du concours des illuminations de Noël de 2022, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur et Madame Rivollet qui sont gagnants pour la catégorie maison, Monsieur Trameau pour la catégorie appartement et Monsieur et Madame Duhaillon du Bar des Alpes pour la catégorie commerce. Et du coup, nous allons leur remettre le prix, une décoration de Noël et des macarons. À savoir que sur l'année 2022, du coup, on a eu une vingtaine de participants et on espère que pour cette année, vous serez encore plus nombreux. J'ai oublié de vous présenter celle qui tient le micro ce soir devant vous, Morgane Alves, qui est notre conseillère déléguée au cadre de vie. Merci beaucoup à vous 5 et félicitations pour vos belles décos. Et à l'année prochaine, en fin d'année. Voilà, merci à eux. Et rassurez-vous, on arrive aux 3/4 de notre intervention. Courage, il reste plus beaucoup de temps. On espère qu'on aura été synthétique. Et là, je vais accueillir Emmanuelle Attest, 3e adjointe en charge des affaires scolaires et des associations. Je vous remercie de l'applaudir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Concernant les associations, comme nous l'avions annoncé, nous avions comme ambition de les encourager et de les soutenir en travaillant à leur côté. Ainsi, cette année, de nombreuses réunions de travail ont eu lieu
avec les dirigeants et les bénévoles, où chacun a pu s'exprimer et apporter ses idées. C'était une première. Cela aboutit à de nouvelles avancées. Les chéquiers découvertes deviennent chèques association, où l'intégralité de la somme peut être utilisée chaque année, sans devoir nécessairement changer d'activité. Les tâches administratives ont été simplifiées, les conventions d'utilisation des équipements et des minibus ont été allégées et sont maintenant valables 3 ans. Le site internet a été repensé et un mémorandum a été réalisé pour aider au maximum les dirigeants dans leur démarche annuelle. Enfin, de nouveaux critères d'attribution des subventions ont été mis en place. Dorénavant, un coup de pouce sera donné aux associations qui emploient un salarié ou qui participent à la vie citoyenne de la commune en défilant aux différentes commémorations ou en s'approvisionnant chez les commerçants de la commune. La commune possédait également 2 minibus, mais vieux et vétustes, donc utilisables uniquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons remplacé un de ces minibus cet été. Les associations peuvent dorénavant se déplacer dans toute la France avec ce dernier pour participer à toutes sortes d'événements, favorisant ainsi le rayonnement de notre commune au niveau national. Pour terminer avec les associations, je voulais remercier l'ensemble des dirigeants et des bénévoles qui s'impliquent tous les jours afin que nos associations puissent vivre et se développer. Je félicite également tous les sportifs de nos clubs, avec de nombreuses participations à des compétitions départementales, mais aussi régionales. Certains sportifs ont également atteint des compétitions de niveau national, et nous tenions ce soir à les féliciter tout particulièrement. On va donc les appeler. On appelle donc Juliette, Oriane, Baptiste et Mélissa, s'il vous plaît. Et on les applaudit. Alors, approchez. Alors, nous avons ici Juliette Guinet et Oriane Bousquet, donc, qui ont été toutes les deux qualifiées aux France en catégorie U14. Donc, donc 13-14 ans. Au ski club. Donc, c'est du ski. Ski club de la Rochette. Donc, bravo. Félicitations. Donc on vous remet des macarons et une descente pour 2 personnes à la tyrolienne à Valmorel. Donc félicitations, bravo. Et nous accueillons donc Mélissa Trochu du club de course d'orientation de Cœur de Savoie. Donc qui est arrivée 3e au championnat de France U16, donc moins de 16 ans. Oui, c'est ça. Voilà, catégorie longue distance. Donc, course d'orientation. Je vous prie d'excuser Baptiste Fuchs, qui était présent, mais qui m'a dit qu'il ne pouvait pas rester pour d'autres obligations. Donc Baptiste Fuchs est également du club de course d'orientation de Cœur de Savoie. Donc il est double champion de France élite en course d'orientation à VTT. Donc il fait partie de l'équipe de France. Cette année, il a terminé 9e au championnat du monde. Et là, il vient de prendre sa retraite sportive. Donc c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. On aurait pu lui. C'était une bonne retraite sportive. Mais on peut l'applaudir quand même. Donc félicitations à tous les 4. Et bravo encore. Merci à elle. Vous pouvez encore les applaudir jusqu'à ce qu'elles rejoignent leur place. Bien, nous allons poursuivre en parlant un petit peu de nos écoles. Alors, concernant nos écoles, de lourds investissements sont à prévoir pour les prochaines années. Maintenance des équipements et des bâtiments, remise aux normes, travaux d'embellissement et d'amélioration du cadre de vie. Ainsi, nous avons dû faire un choix et resserrer le budget de fonctionnement pour financer ces investissements. Certains travaux et projets ont déjà vu le jour.
2022 est une des années durant laquelle il y a eu le plus d'investissements pour les écoles depuis près d'une décennie. Dans l'école élémentaire de La Neuve, un visiophone relié directement au portable du directeur a été installé, lui facilitant grandement la gestion des entrées dans l'école. Cet équipement était rendu nécessaire, en particulier par les contraintes liées au nouveau plan Vigipirate. De même, des capteurs de CO2 ont été installés, permettant aux enseignants de surveiller la qualité de l'air dans les classes. Dans cette école, le dépose-minute n'est plus utilisé de manière adéquate. Ainsi, une nouvelle disposition a été étudiée avec la création d'une zone sécurisée pour le cheminement des enfants. Le marquage au sol de cette zone, prévu initialement à l'automne, a été reporté au beau jour à cause des intempéries de la fin de l'année. À l'école de la Croisette, de gros travaux ont été réalisés cette année. Tout d'abord, après le désamiantage et la démolition du bâtiment jouxtant la partie haute de l'école l'année dernière, nous avons cette année resurfacé le parking, limitant ainsi la poussière induite par le passage des véhicules. La création de nouvelles places et des passages piétons a finalisé l'aménagement de ce parking. Dans la cour, une nouvelle aire de jeu a été choisie avec les enseignantes et installée à l'automne, remplaçant ainsi celle enlevée il y a plusieurs années. L'élagage des 2 arbres au-dessus a été réalisé pour donner plus d'air à l'ensemble et la protéger des dégradations liées à ces derniers. Elle fait maintenant le bonheur des enfants. Dans le bâtiment du haut, où il fait très chaud au beau jour, une climatisation temporaire a été testée cette année. Les conditions de travail dans ces classes durant les jours de forte chaleur ont été améliorées pour le bien-être des élèves et des enseignantes. Enfin, à l'école maternelle des Grillons, les enseignantes et ATSEM ont enfin un lieu pour se réunir, travailler, déjeuner. En effet, l'extension de l'école a vu le jour à la rentrée des vacances d'automne. Toute l'équipe est ravie de ce nouveau bâtiment. Et j'en profite pour préciser que si ce projet était initié par nos prédécesseurs, c'est surtout avec travail et ténacité que nous avons réussi à obtenir le maximum de subventions. C'est-à-dire que ce projet est financé à 80%, ce qui n'est pas négligeable pour les deniers de la collectivité. Et nous tenions à remercier à ce titre une nouvelle fois, mais je pense qu'on ne se dit jamais souvent assez merci, et que l'organisation des vœux, c'est aussi l'occasion de remercier les personnes qui travaillent pour la collectivité, les partenaires institutionnels. Et à ce titre, donc merci au département de la Savoie et à l'État pour nous avoir accompagnés sur ce projet. Cependant, de nombreux investissements, travaux et projets restent à faire dans nos écoles dans les prochaines années. Tout d'abord, la poursuite de la conception du bâtiment périscolaire, mutualisé avec la communauté de communes, qui inclura un self avec des salles d'activité pour le service périscolaire et également pour le centre de loisirs. L'installation d'un préau à l'école maternelle de la Croisette. Le renouvellement progressif du parc informatique dans toutes nos écoles. La mise en place d'un plan annuel de maintenance pour les écoles. L'installation de systèmes d'alarme spécifiques en cas d'intrusion pour la mise en sécurité rapide des élèves. La mise en place d'un conseil municipal jeune pour faire suite à la cérémonie d'investiture du porte-drapeau dans l'école de La Neuve et dans la poursuite de notre volonté d'engager les enfants dans le devoir citoyen. Nous avons proposé aux enseignants de travailler avec nous sur ce sujet pour qu'ils puissent voir le jour à la rentrée de septembre. Et enfin, l'installation d'une climatisation, mais cette fois définitive, dans l'école de la Croisette, dans les bâtiments du haut. Et je tenais à ce propos à remercier le travail que, de façon partenariale, ils ont mis en place Jackie Donjon et Jean-Claude Bengriba, qui ont œuvré ensemble pour notamment la mise en place du porte-drapeau et la citoyenneté à l'école et la découverte notamment des aspects liés à la guerre avec le collège. Une intervention de Jean-Claude. Et pour ça, je pense qu'on peut les remercier, et notamment Jean-Claude. Maintenant, passons à 2 structures plébiscitées dans la commune. Donc tout d'abord, la médiathèque. En quelques chiffres, la médiathèque, en une année, c'est 15 personnes y travaillant. C'est presque 1800 abonnés actifs et 38 collectivités, classes, associations, etc.
plus de 65 000 documents prêtés et 75 rendez-vous pour des animations diverses. Ensuite, la médiathèque, c'est aussi de nombreux projets. Depuis cette année, la médiathèque propose un nouveau service d'accès à des documents adaptés aux personnes ayant des difficultés pour lire, troubles 10 ou handicap moteur, visuel ou cognitif. En 2023, 2 nouveaux espaces dédiés seront créés aux livres jeunesse et adolescents adaptés pour tous les jeunes qui ont des troubles 10 et également aux livres faciles à lire pour tous les adultes en situation d'apprentissage de la langue française ou d'illettrisme. Enfin, parlons un peu de la piscine. Une modernisation et un rafraîchissement de la piscine ont été entrepris depuis le début de notre mandat. Achat d'une structure gonflable et travaux réalisés à moindre coût par les services techniques. Peinture des façades, bardage bois, pergola et table repeinte pour le snack, chaises et transat. Merci Emmanuel pour cette intervention et je tenais à préciser que ces travaux associés à un tarif unique de 2 € ont permis de retrouver les fréquentations de la fin des années 2000, avec pas moins de 17 155 entrées publiques et 3 917 entrées scolaires, constituant la meilleure saison de ce service en termes de recettes, avec plus de 46 000 € de recettes, entrées et snacks cumulés, et cela depuis 2002, depuis que finalement les statistiques sont tenues. Avant de céder la parole à Olivier, nous souhaitions remercier l'ensemble de ces services, le périscolaire, la piscine, la médiathèque, ainsi que les équipes enseignantes pour leur travail, leur investissement et leur dynamisme. Merci à eux, je vous demande de les applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Sur l'année 2022, nous avons mis l'accent sur l'accompagnement des entreprises qui étaient en difficulté, notamment l'Atelier des créateurs et le Vival, pour lequel on a mis en place la gratuité des loyers pendant 3 mois. Malgré ces actions, leur fermeture a été inéluctable. Si certains commerces ont fermé, de nombreux autres ont ouvert. Épisphère, Fais-toi conscience, Studio EM Tattoo, Comté Fleurette, Alwan Studio, Art Game Tattoo et Élément Cycle. Tout au long de l'année, nous avons continué nos efforts pour le renouveau des commerces, en mettant en relation propriétaires et porteurs de projets. Installation d'une épicerie locale au bâtiment des Carmes après le départ de l'Office de tourisme. Autorisation d'occupation de l'espace public accordé à l'épicerie ambulante Le Camion de Poppy sur étable. Le nettoyage intégral de la halle couverte, qui était une première, afin d'y réinstaller des terrasses et en faire un nouveau lieu de vie. Nous avons dépensé 14 000 € pour lui redonner un peu de fraîcheur. Réalisation de places de livraison au centre-bourg pour faciliter la cohabitation entre habitants et commerçants. Nous avons fait faire une étude. Cette étude se nomme l'étude Pivadis, qui a été réalisée grâce au programme de Petites Villes de demain, sous la forme d'une enquête de vitalité du commerce qui a été faite en mai 2022 et qui a permis de faire un état des lieux, comme vous pouvez en avoir un aperçu à l'écran. Quelques chiffres clés qui peuvent peut-être vous parler ou pas. Nous avons 108 locaux commerciaux et de services actifs et inactifs, dont 86 sont en centre-ville. 64 commerces et services actifs, soit une densité moyenne de 47 en centre-ville. 17% ont été fragilisés par la crise et 23 locaux nécessitent une rénovation totale. Voilà, c'était quelques chiffres. On ne se rend pas bien compte de la densité commerciale qu'on a au niveau de La Rochette. Et cette étude a permis de le mettre en exergue. Mais cette étude a surtout permis de recentrer les axes de travail sur lesquels nous devons fournir nos efforts. Comme vous l'exposez d'ailleurs, Monsieur le maire David, en préambule de cette soirée, en prenant l'exemple de la liaison entre la départementale et le centre-ville. Donc il y a 3 enjeux majeurs que nous avons pu dégager. Le premier, c'est réorganiser l'armature commerciale, donc en localisant des interdictions d'implantation et en fixant des linéaires commerciaux prioritaires. Un deuxième point qui est donner de la lisibilité à l'offre commerciale
en revoyant la signalétique, en la simplifiant et en affichant les possibilités de stationnement, en s'attachant à revoir la visibilité numérique sous le spectre de la promotion du commerce et non d'un annuaire. Et le troisième point, renforcer l'effet lieu de vie du centre-bourg en réaménageant l'espace central pour favoriser la déambulation. À nos actions se sont également greffées celles d'entrepreneurs qui, malgré la crise, ont été attirés par le dynamisme de notre centre-bourg. D'ailleurs, d'autres reprises de commerce sont en cours. Je tiens également à mettre le focus sur la zone d'activité du Héron, où de nombreuses entreprises génèrent de l'emploi, attirent du monde dans le bassin valgelonnais, mais aussi rayonnent sur le plan national et international. Je tiens donc à féliciter à nouveau l'entreprise Raffin, qui a obtenu lors du Salon de l'Agriculture de février 2022 la médaille d'or dans la catégorie jambon cru, ainsi que l'entreprise Le Borgne, qui a obtenu quant à elle le trophée de Grand Prix des ETI, entreprises de taille intermédiaire, dans la catégorie innovation. Et je pense que là aussi, ça peut mériter une salle d'applaudissements. Je vais aborder maintenant le sujet de la vogue et du marché. Nous avons déplacé les jeux d'enfants derrière l'église, ce qui nous a permis d'installer une nouvelle attraction, donc un partenariat avec les forains de la vogue. D'ailleurs, ces jeux qui étaient très sollicités par les enfants vont être réinstallés bientôt et à proximité. Le marché, quant à lui, actuellement, nous poursuivons la refonte du règlement du marché, donc à la demande des commerçants, mais aussi de la police municipale et aussi du placier. Nous avons déjà acté la modulation des heures été-hiver, avec notamment une durée de marché rallongée d'1 quart d'heure sur la saison estivale. Et puis là, maintenant, je vais vous parler d'un sujet, c'est la manageuse de centre-ville qui nous a rejoints depuis peu. Donc pour cette année 2023, nous misons beaucoup sur les compétences de la nouvelle manageuse de centre-ville, qui a été embauchée grâce au programme de Petites Villes de demain, en partenariat bien sûr avec Saint-Pierre d'Albigny, Montmélian et la Comcom. Ses principales missions seront de trouver un projet viable et qui générera de l'attractivité en centre-bourg pour le remplacement du Vival. Car comme vous le savez, avant le Vival, il y avait d'autres commerces qui étaient à peu près du même style. Donc notre idée, c'est de faire une réelle étude de marché et de pouvoir s'assurer qu'un projet viable durera dans le temps. Et également, elle aura en charge de mettre en place un réseau de partenariat avec les chambres consulaires. Elle accompagnera également aussi notre projet de tiers-lieu au Carme pour mettre du lien entre la zone artisanale dont je vous ai parlé et notre centre-bourg. Enfin, nous allons également mettre l'accent sur la refonte de la convention d'occupation de l'espace public avec le règlement des terrasses, le mobilier urbain et tout ce qui va autour, dans le but d'harmoniser le centre-bourg et de le rendre plus attractif. Pour terminer, l'installation des potelets rue Maurice Rey, que mon collègue vous a parlé tout à l'heure, devrait se faire courant de cette année pour la sécurisation des piétons qui fréquentent les commerçants de cette rue et pour la rendre également plus agréable au cheminement. Maintenant, je vais appeler monsieur et madame Perilla à nous rejoindre au bas de la scène. Alors, monsieur et madame Perilla, vous avez décidé d'arrêter votre activité fin septembre 2022 après 38 ans d'exploitation de l'hôtel-restaurant du Parc. C'est en décembre 1984 que vous vous étiez lancé dans l'aventure, avec le rachat de l'hôtel, la création d'une cuisine et l'ouverture de la partie restauration. Les transformations successives de votre établissement
vous avez permis d'obtenir le label 3 étoiles en 2003. Avant d'arriver à l'hôtel du Parc, Monsieur Périlla, vous aviez fait vos armes au collège de La Rochette, puis à celui de Montmélian, avant de prendre la gérance d'un restaurant à Beaufort avec votre épouse. La renommée de votre cuisine avait largement dépassé les limites de votre canton. Au nom de toute la municipalité, je vous souhaite une bonne retraite et surtout une excellente santé pour en profiter au maximum après toutes ces années de travail acharné. Merci. Je vais laisser le micro à Marie-Claude qui cochait à chaque fois les cases quand Olivier énonçait le parcours. Oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc c'est exact. Donc je vous laisse le micro un peu. Vous voudriez que je dise quelque chose? Bon, bah, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est à nous de vous remercier, de remercier les Rochetois et toute notre clientèle extérieure à La Rochette, la clientèle également internationale, sur laquelle nous avons dû nous diversifier à peu près au bout de 20 ans d'activité pour aller rechercher davantage de clientèle. Alors, merci pour votre fidélité, sinon nous n'aurions pas pu tenir aussi longtemps. Et merci à la municipalité également de nous mettre à l'honneur. Je ne sais pas si on le méritait vraiment, mais bon, merci beaucoup. Alors, attendez, il faut que je remercie encore une fois. Alors. Pardon. Oui, je vais remercier encore une fois la municipalité pour toutes ses attentions à notre égard et toutes ces attentions amicales. Vraiment, nous sommes très touchés. Merci beaucoup à vous. Je vais maintenant appeler Émilie et Jean-François à nous rejoindre pour une brève intervention. Et Jean-François, tu as bien écouté, hein, une brève intervention. Je sais pas qui commence, qui veut. Moi, j'ai pas de. Le protocole, normalement. C'est Jean-François et moi. Pas de parler après la députée. Bon, alors tu commenceras. Ce chemin, il est déjà remonté. On respecte le protocole. Alors, on va respecter le protocole. Je t'en prie, viens te positionner ici. Bon, on respecte le protocole, hein, donc j'interviens avant Madame la députée. Bon, bonsoir à tous. Hein. C'est évident que c'est toujours avec plaisir que j'interviens à La Rochette, parce que effectivement, j'ai passé une grande part de ma vie à La Rochette. Et puis, je pense que, comme mes collègues pourraient dire la même chose, hein, c'est-à-dire que pour nous, La Rochette, c'est le centre-bourg, c'est là où on fait les commissions. C'est là où on vient au marché, c'est là où on va à la pharmacie, on va ainsi de suite, on va chez le Toubib. Tous les services sont ici, donc il y a de vraies missions de centralité. Et David l'a bien précisé tout à l'heure, puisque aujourd'hui, même tous nos citoyens, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, puisque c'est financé par la communauté de communes. C'est par exemple, c'est France Service. Aujourd'hui, il y a des gens, puisqu'aujourd'hui tout est numérisé, et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en difficulté. Eh bien, quand ils viennent dans nos mairies, que ce soit à la Table ou à Arvillard, je parle devant mes collègues, eh bien, effectivement, ou à la Trinité, eh bien, on les envoie à France Service, donc, qui sont hébergés à côté de la médiathèque. Et ça, c'est particulièrement intéressant, c'est un vrai service. David m'a dit d'être relativement bref, donc je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui a pu être dit, sur les différentes actions menées par la commune de La Rochette en lien avec la communauté.
Et ça, je te remercie d'avoir fait ce rapprochement. Alors, c'est vrai que le ministre des Finances de la communauté, il se trouve à La Rochette, hein, c'est Jackie. Hein. Alors, bon, c'est plus facile. Quand on a le ministre des Finances ici, c'est plus facile. Bon, alors, par rapport au département, je voudrais dire, je vais simplement aborder deux sujets qui vous touchent directement. C'est d'abord le collège. On parle beaucoup du collège. Là, il y a un plan de sobriété qui a été mis en avant par Pierre. Au collège, c'est exactement pareil. Il y a des travaux à faire. Parmi vous, il y en a beaucoup qui ont usé leur fond de culotte, au collège de La Rochette. Hein. Il a été construit en 61 et il a été étendu. Il y a eu une extension en 98. Aujourd'hui, le département se soucie effectivement du bien-être des élèves, mais aussi des bonnes conditions d'enseignement des profs. Donc aujourd'hui, il y a un projet de rénovation. Donc le département s'est engagé sur un lourd investissement. 150 millions sont prévus au programme. Donc sûrement, il y a un ordre dans les travaux. Hein. Aujourd'hui, les premiers travaux, tous les diagnostics ont déjà été faits. Bon, dans les années à venir, je pense que ce collège sera rénové et je pense que c'est un bien parce que les gens qui y travaillent aujourd'hui, d'abord, il manque de place. Ça, c'est dû aussi à l'attractivité de nos territoires. Ça c'est vrai. Après, il y a un autre sujet. Bon, ça vous intéresse peut-être pas vraiment, puisqu'il y en a déjà qui sont connectés, hein, mais on voudrait parler peut-être, je vois que Christophe, il me regarde, parce qu'effectivement, pour les pompiers, je pense que vous en avez besoin aussi. Hein. Effectivement, c'est un peu l'Arlésienne, hein. Tout le monde parle de la fibre optique, hein. Vous l'attendez tous, hein. Il y a déjà belle lurette. Hein. Alors c'est vrai que le département, vous l'avez promis il y a déjà longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de péripéties. Bon, aujourd'hui, c'est un projet qui est surveillé et qui est accompagné par le département, mais le département ne finance pas, la communauté ne finance pas. On est dans un nouveau dispositif qui s'appelle AMEL. Et aujourd'hui, à un moment, ça a beaucoup traîné et notre président, Hervé Guémard, est monté au créneau. Il a saisi l'autorité de régulation des communications électroniques, c'est-à-dire l'ARCEP, qui, l'ARCEP, aujourd'hui, a mis en place un calendrier, et ce calendrier doit être respecté. S'il n'est pas respecté, il y aura des sanctions. Donc aujourd'hui, ça avance. Mais où ça avance le plus, où ça a le plus avancé, c'est à La Rochette. C'est à La Rochette, c'est une bonne nouvelle. On avait inauguré Enfin, tu y étais, hein, on avait inauguré... Le 1er avril 2021. Ah, c'était le 1er avril, on n'avait pas choisi la bonne date. Bon, donc, le seul souci, c'est que on l'a inauguré le 1er avril 2021 et les opérateurs sont arrivés qu'à la fin de l'année, donc 6 mois après. C'était un peu... Bon, oui. Mais ça, vous y êtes pour rien. Oui, et effectivement, quand on l'a inauguré, et David peut le confirmer, l'armoire était vide, hein, il n'y avait rien dedans. Hein. Bon, aujourd'hui, ça se déploie. Sur La Rochette, il y a un peu plus de 600 prises qui sont mises en place. Il y en a 300 qui sont raccordables. Et aujourd'hui, il y a 60 habitants qui sont connectés à la fibre à La Rochette. Alors, à l'heure où je parle, il y en a peut-être un peu plus, parce que ça, c'est l'état des lieux au mois de novembre. Donc, aujourd'hui, c'est sur la bonne voie. Donc, voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent et qui souhaitent l'avoir, cette fameuse fibre. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que je respecte ce qui a été dit, hein, notre engagement. Alors, non, mais attendez, je voudrais quand même terminer. Vous applaudissez pour que je sois plus bref, merci. Donc, simplement, pour vous dire que je vous souhaite à tous, je vous présente à tous mes meilleurs voeux, hein, une bonne santé, et puis surtout, même si on a commencé l'année un petit peu sur
sur un climat morose. Eh bien, je pense qu'il faut rester sur une dynamique positive et je pense qu'il y a encore des efforts à faire, qu'on a besoin effectivement peut-être un peu plus de se rencontrer. Et je pense qu'avant toute chose, il faudrait qu'entre nous, qu'on ne vive pas les uns avec les autres, mais les uns à côté des autres. Et je vous remercie. Merci Jean-François. La brièveté selon Jean-François. Je le dis avec beaucoup d'affection parce que Jean-François, comme beaucoup d'élus sur notre territoire, on a la chance d'avoir sur notre territoire des élus qui travaillent beaucoup et qui connaissent bien leur sujet, qui connaissent bien leur dossier. Et je peux vous dire que c'est assez appréciable de pouvoir discuter avec Jean-François, Émilie, Eric, Béatrice, sur quel que soit le sujet, parce que toujours, il y a vraiment une vraie connaissance pointue des sujets, et c'est plutôt appréciable. Donc je les remercie également. Et je laisse la parole à Émilie. Merci beaucoup David, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors, je vais faire bref. Merci. Donc merci au maire, au conseil municipal pour leur investissement pour le territoire, pour la commune et à tous les services techniques et administratifs. Jean-François l'a dit, La Rochette, Valgelon-La Rochette, c'est une commune avec des fonctions de centralité. C'est un nom un peu techno, un peu barbare. En gros, à La Rochette, on doit avoir des équipements, des services pour les personnes qui vivent sur tout le bassin de vie du Valgelon. Donc, merci à vous pour votre investissement et puis aussi pour la clarté de vos objectifs et des réalisations que vous n'avez parfaitement exprimées pendant la cérémonie. Merci également aux associations sportives de La Rochette, de Valgelon-La Rochette, pardon, excusez-moi, parce que vous avez un tissu associatif extraordinaire, avec des bénévoles qui sont très engagés et qui offrent de ce fait à nos jeunes, aux jeunes et aux moins jeunes, des opportunités de développement sportif, des opportunités d'épanouissement qui sont extraordinaires. Donc un grand merci à eux. Merci également aux pompiers et aux gendarmes qui sont ici présents ce soir. Merci pour votre engagement au service de la sécurité des concitoyens de notre territoire. Un petit message, je souhaite associer Éric Sandraz, il a un nom bien d'ici, hein, plus que Bonivard, à mes propos. Donc Éric, si tu peux te lever s'il te plaît. Éric Sandraz, qui est conseiller régional avec moi, voilà, on peut l'applaudir. Et maire, et d'ici. Vu le nom, je crois que ça fait pas trop question. Donc Éric, qui est également maire de Villard-d'Héry. Je vous le dis, mais c'est vrai que quand on a fait l'équipe des élections régionales, j'ai été chargée de la réalisation de cette équipe à proposer au président Laurent Wauquiez. Et j'ai absolument insisté pour qu'on ait un élu du territoire, du territoire de Cœur de Savoie et de ce secteur du Valgelon, du Coisin. Pour moi, c'était très important. Vous avez 2 conseillers régionaux. C'est le seul territoire de Savoie où il y a 2 conseillers régionaux pour le prix d'un. Donc, il faut les utiliser. Alors, David sait très bien le faire, mais ça ne vous donne pas droit, malheureusement, au double de subvention. Dommage. Croyez bien que je le regrette, mais en revanche, ça vous donne droit au double d'énergie pour vous accompagner dans vos projets. Et je remercie vraiment Éric pour son investissement pour le territoire. Côté région, vous le savez, la politique régionale, c'est d'essayer de réaliser un certain nombre d'économies de fonctionnement pour dégager des moyens pour accompagner les projets de nos communes. Moi, j'aimerais, David, très sincèrement, qu'on ait effectivement plus de moyens pour accompagner les communes qui ont des fonctions de centralité et donc des charges plus importantes. C'est le cas ici à Valgelon-La Rochette. C'est le cas, ça peut être le cas à Montmélian, à Aiguebelle, sur d'autres communes du territoire qui ont beaucoup de missions à relever, beaucoup de contraintes particulières et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc le message a bien été entendu. On va pouvoir déployer les nouveaux fonds européens qui sont dédiés à la ruralité. Moi, j'espère, avec Éric,
qu'on arrivera à centrer ces moyens sur Valgelon, La Rochette notamment, sachant qu'on a évidemment dans le cadre des contrats région et des contrats ruralité des moyens pour toutes nos communes du territoire parce qu'on souhaite être solidaire avec tous les projets de toutes nos communes du territoire pour qu'on puisse vivre bien partout, à la table, je parle sous le contrôle du maire, à Arvillard également, voilà, qui sont des très belles communes du territoire. Je ne veux pas être plus longue, je veux juste donner un message. Je ne vais pas vous parler de tout le contexte national. Hein. On passe une bonne soirée, donc on va essayer de continuer comme ça. Mais un message qui, pour moi, est très, très, très important parce que c'est notre engagement à nous tous pour notre territoire et pour notre pays. Tout à l'heure, je suis passée souhaiter les vœux à la gendarmerie, au major, à l'équipe de gendarmerie, également aux pompiers, aux lieutenants et aux pompiers qui étaient présents. Et puis, en arrivant dans la salle, j'ai croisé la directrice de l'école, la maîtresse. Et j'ai été, en fait, très surpris et un petit... pas surprise, mais ça a confirmé quelque chose que je ressens et qui est pas une bonne direction pour notre pays. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je souhaiterais qu'ensemble, on en ait conscience et que dans notre entourage, on puisse avoir ce message. Ils m'ont tous dit une chose. C'est des gens dont la fonction est de donner aux autres, hein, pour notre sécurité et pour l'éducation de nos enfants. Et ils m'ont dit une chose, tous la même chose, hein, et je ne leur ai pas dit ce que les uns et les autres m'avaient dit. Depuis le Covid, les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes, un petit peu, dans la maison, à la maison, dans les activités familiales. Et on a beaucoup de mal à les mobiliser, plus de mal à les mobiliser dans des actions collectives pour lesquelles on a besoin d'eux. Alors je pense évidemment aux pompiers qui font un travail formidable. Donc si dans vos familles, vous avez des jeunes qui ont envie de s'engager pour les autres, il faut penser au volontariat des pompiers. C'est la même chose évidemment pour la gendarmerie, mais qui a des moyens plus difficiles. Donc là, je fais un petit clin d'œil à Jean-François pour le portail de la gendarmerie. Voilà. On aimerait bien que ça avance. Donc voilà, Jackie, toi ministre, Premier ministre des Finances, voilà. Et puis à la maîtresse, aux enseignants qui font un travail extraordinaire et qui ne sont pas toujours respectés par certains parents. Alors ça, c'est pas du tout acceptable. Voilà. Ce qu'on doit respecter dans notre pays, c'est bien sûr chacune et chacun, mais nos élus qui s'engagent, donc vous toutes ici, bénévolement, hein, je le dis parce que très honnêtement, député, c'est pas bénévole, hein, on a une vraie indemnité. Eux, ils s'engagent bénévolement, donc on les respecte. Nos forces de gendarmerie, parce que c'est pour notre sécurité, on les respecte. Évidemment, bien entendu, les pompiers, ils agissent pour notre sécurité également, et nos enseignants, on les respecte. Et moi, je souhaiterais que, eh bien, nous puissions, dans notre vie, dans nos quotidiens, se rappeler que notre pays, il peut être uni simplement parce qu'on s'engage tous à notre niveau pour quelque chose, en travaillant déjà, parce qu'on a des cotisations, et donc on peut avoir une retraite, bien évidemment. On peut avoir également aller à l'hôpital et être soigné à l'hôpital, aller chez le médecin. Si on ne travaille pas, ou pas suffisamment, ces choses qui sont essentielles, qu'on a construites, qui sont le fruit d'une construction politique, hein, c'est pas tombé comme ça, eh bien demain, ça n'existera plus. Donc, la valeur travail, pour moi, elle est très importante parce que c'est ce qui donne du sens à notre existence, mais c'est le cœur de notre pacte collectif qui fait qu'on peut avoir une solidarité dans ce pays. Et je souhaite vraiment remercier tous ceux qui s'engagent bénévolement pour les autres. Je pense bien évidemment à tous ceux qui font vivre le tissu associatif, ici aux élus, à ceux qui s'engagent pour les autres, parce qu'on en parlait avec les pompiers, on reçoit tellement en donnant. Je crois qu'on se trompe quand on se dit on va penser à notre petit bien-être. C'est pas comme ça qu'on est heureux. On reçoit tellement quand on donne. Et je crois que c'est un chemin de vie. Après ces années de Covid, ces années où on se dit qu'est-ce qu'on a sur soi, c'est un chemin de vie qu'il faut que tous ensemble, et là la commune l'a démontré, vous le faites, que tous ensemble on réinvestisse
parce que c'est comme ça que notre société elle tient, et c'est parce que comme ça aussi on peut être heureux collectivement et individuellement. Voilà, je ne serai pas plus longue, je ne parle pas de politique, c'est pas religieux non plus hein, mon propos, mais c'est voilà, le fait qu'on recommence à avoir un projet collectif qui nous unisse à l'échelle de la commune, à l'échelle du territoire et à l'échelle de notre pays. Voilà, merci beaucoup, belle soirée à tous et très bonne année. Merci beaucoup Émilie, Madame la députée. Je ne peux pas m'empêcher de faire un dernier une petite pique finalement. Il était assez bref, Jean-François. Bon, trêve de plaisanterie. Pour conclure cette présentation, nous tenions à remercier chaleureusement le personnel communal, et notamment ceux que nous n'avons pas encore cités. Ce sont les agents qui restent les chevilles ouvrières des actions évoquées ce soir. Je ne vais pas me lancer dans une énumération, mais rappeler que la commune emploie tout de même entre 80 et 85 agents chaque année, soit 65 équivalents temps plein, hors CCAS. Et nous avons connu un démarrage un peu compliqué, mais nous avons rapidement constaté que la majorité des agents avaient un vrai sens du service public. Comme quoi, Émilie, Madame la députée, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Et pour les guider dans leurs tâches quotidiennes, il ne manquait qu'un chef d'orchestre. Nous avons confié la direction des services à Brigitte Bocquet, que je remercie tout particulièrement ce soir. Par son intermédiaire, je remercie l'ensemble des services administratifs et salue le retour de Rachel Sorel après une expérience à Berlin qui a accepté de revenir travailler avec nous. Je remercie tout particulièrement ce soir Julie Semenzato qui nous a rejoints en septembre dernier pour l'organisation des vœux de ce soir avec Stéphanie, avec Mickaël, avec Gaëtan. Et je vous prie de m'excuser si j'oublie l'un d'entre vous, mais j'aurai l'occasion de vous remercier tout à l'heure. Et avant de vous adresser mes vœux, je vous informe que ces vœux seront retransmis en léger différé la semaine prochaine sur le site internet et sur la page Facebook de la commune. Même jour, même heure. L'équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons à vous et à vos proches nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit riche de moments de partage, de moments de bonheur, de joie, bref, qu'elle soit vitaminée, vous l'aurez compris. Bonne année et surtout bonne santé. Merci à vous. Et maintenant, il faut boire. Nunc ens bibam dum. À vous. Vous pouvez y aller. Merci. J'étais à côté de vous.